Notre planète est recouverte aux 3/4 par les océans. Le quart restant est occupé à 80% par des glaces au pôle, des déserts, des chaînes de montagnes et des forêts équatoriales. Et sur les 20% restants, c'est-à-dire seulement 5% de la surface de notre planète, là où la plupart d'entre nous vivons, principalement dans les zones tempérées, s'étendent les forêts, les pâturages et les cultures. Les cultures forment de gigantesques mosaïques de vergers, de champs et de jardins potagers, dans lesquels les hommes font pousser leur nourriture quotidienne au gré des saisons et de la fertilité des sols. Et leur préoccupation principale, c'est l'eau. Une eau douce qui permet l'arrosage des cultures et l'abreuvage du bétail. C'est pourquoi les pluies qui alimentent les nappes par infiltration des sous-sols et les rivières par ruissellement jouent un rôle capital. Les rivières s'écoulent pour former des fleuves, qui pour la plupart se déverseront dans la mer. Si les fleuves permettent l'alimentation en eau, ils sont aussi indispensables pour la fertilité des sols. En amont, dans les torrents et les rivières, le courant très puissant va désagréger les roches en fines particules qui, pour finir, se déverseront dans les fleuves. Lorsque le courant ne sera plus assez rapide pour les transporter, ces riches sédiments se déposeront pour former au cours du temps un étagement de terrasses alluviales propice aux cultures. Les îles volcaniques, comme dans l'océan Indien, possèdent des versants fertiles ensoleillés, bien arrosés par les cyclones tropicaux, où poussent la canne à sucre, le thé, les fruits exotiques et une grande variété de légumes. Les côtes qui bordent les océans offrent souvent de riches plateaux continentaux peu profonds, propices aux pêcheurs de tous bords. Qu'ils soient maraîchers, pêcheurs ou éleveurs, tous ces petits producteurs, tels des fourmis, vendent leurs produits sur les marchés locaux. Parfois juste quelques tomates à même le sol, ou plus souvent sur les étals bondés des marchés couverts. Parfois, ils transforment leurs produits en confiture, en conserve, en rhum, en plats cuisinés, en gâteaux. Certains vendent leurs fleurs ou des plantes médicinales. D'autres leur bétail ou le produit de leur pêche. Quel que soit le pays, quelles que soient les habitudes et les coutumes, tout ce petit monde se retrouve au marché, lieu de rencontres et d'échanges. Et pour la plupart, vendre et papoter, faire de nouvelles connaissances, n'est-ce pas là un vrai moment de plaisir? Direction l'Amérique du Sud. Première étape, l'équateur, entre la cordillère des Andes et l'océan Pacifique. Quito, la capitale, s'étend du nord au sud sur 50 km, à une altitude de 2800 mètres. Elle a été fondée par les Espagnols au XVIe siècle, sur les ruines d'une cité inca. Au cœur de la vieille ville, sur la plaza de la Independencia, se situe le siège du gouvernement équatorien. La place est entourée par la cathédrale métropolitaine, le palais de l'archevêché et la mairie. Au centre se trouve le monument de l'indépendance, construit en 1909, en hommage au premier soulèvement de la guerre d'indépendance un siècle plus tôt. Les Amérindiens composent principalement la population équatorienne. Ils sont en partie métissés avec les Espagnols depuis leur arrivée il y a 500 ans. Européens, créoles, afro-équatoriens forment une petite minorité. Il existe plusieurs marchés remarquables à Quito, et celui de San Roque est l'un des 3 plus importants. Dans le bâtiment, ce sont les forains des marchés de détail de la ville, les vendeurs ambulants et autres primeurs qui viennent se réapprovisionner auprès des grossistes. Un marché de produits frais vient envahir les rues avoisinantes 2 fois par semaine.
Gerardo et sa compagne Nelly, avec sa voix au perché, y ont leurs habitudes. Comme vous le voyez, tout est frais ici et pas cher. Ce sont d'excellents produits qui rendent les gens plus forts. Des produits qui rendent intelligents. Ils ont plein de vitamines, A, B, C, D et tout l'alphabet. Là, ce sont des épinards. C'est plein de fer, c'est délicieux. Bon appétit. À 2 heures au nord de Quito se trouve Otavalo, la ville des Indiens Quichua. Son marché est l'un des plus spectaculaires d'Amérique du Sud. La plupart des femmes portent encore coiffes, colliers et tenues traditionnelles. Les petits producteurs de la région viennent parfois de très loin pour vendre leurs récoltes. Ils échangent ici les produits de la costa, la partie côtière, avec des produits des hauts plateaux, la sierra, ce qui en fait un important centre pour le commerce. Et les céréales viennent surtout de la sierra, au climat tempéré, où poussent le maïs, l'orge, le blé, les haricots et les pommes de terre. En Équateur, à toute heure, il est normal de préparer une assiette de viande accompagnée de 3 féculents, comme du riz, des haricots et des pommes de terre. Les cantines ambulantes dans les allées marchandes servent de grosses assiettes, car la quantité, c'est important en altitude. On y met de tout. Du poulet, des patates, des légumes, de l'avocat, des tomates. Tout ça, c'est bon le matin pour toute la journée. D'ailleurs, nous ne venons que le matin, parce qu'il y a plus de monde. Le soir, il n'y a personne. L'art du textile est l'une des plus anciennes traditions des Andes, particulièrement développée pendant l'apogée inca. Ils avaient hérité de la culture wari, florissante au 8e siècle, qui avait atteint un haut niveau artistique par la qualité des couleurs utilisées et par l'iconographie représentée. Situé à 180 km au sud de Quito, le Chimborazo est parmi les volcans les plus hauts du monde, avec ses 6263 mètres. Depuis des générations, les paysans vont récolter des blocs de glace à 4900 mètres d'altitude. Les hieleros, comme on les appelle, extraient des blocs de 30 kg, qui seront alors transportés à Dodane jusqu'au village, situé 2000 mètres plus bas. À 65 ans, Balthazar, accompagné de sa femme, est le dernier des hieleros. Comme le faisait son père à l'époque, il va d'abord recueillir des hautes herbes. Et par de rapides torsions, il va tresser en quelques minutes plusieurs cordes assez solides pour soutenir les blocs de glace qu'il aura placés sur le dos des ânes. C'est l'ascension vers le bas du glacier. Puis l'extraction avec une pioche et une baramine.
Entourés d'une couche protectrice d'herbe, les blocs de 30 kg sont alors chargés sur les ânes pour redescendre au village. Le lendemain matin, direction la ville entourée par 6 volcans, Riobamba. Sur les divers marchés du samedi, les marchands arrivent en nombre. Fruits et légumes abondent. Là, Balthazar commence la distribution de sa glace millénaire à ses fidèles clients. Maria et sa famille sont clientes des Hieleros depuis 4 générations. Les jus de fruits mixés avec cette glace seraient bienfaisantes, d'après ses dires. Les bienfaits de la glace sont nombreux. Elle sert à plusieurs choses. Bien sûr, pour la cuisine. Et aussi, on s'en sert comme médicament. Voilà du jus de mûre servi par Rosa et Ivan, du marché Merced, en Équateur. Viens là que je te remette ton chapeau avant que tu t'en ailles. Dans ce marché le plus important de la ville, El Mercado San Alfonso, l'agitation est à son comble comme tous les samedis matins. Les étals bien rangés abondent de produits frais. Légumes de la côte, féculents des hauts plateaux et fruits de l'Oriente, la partie amazonienne du pays, de l'autre côté de la cordillère des Andes. Comme l'Équateur s'étage au niveau de la mer jusqu'à 6000 mètres d'altitude, il est soumis à une multitude de microclimats. Du coup, le pays produit aussi bien des fruits et légumes tropicaux que des variétés des régions tempérées qui, pour certaines, donnent plusieurs récoltes par an, comme le raisin. Délicieux mélange de couleurs et d'odeurs, pastèques, melons, cerises se mêlent aux spécialités locales comme le babaco ou le chirimoya, des fruits délicieux aux formes étranges. Les petites exploitations vivrières cohabitent avec de grandes plantations, axées sur l'exportation. Même si ce n'est pas le plus gros producteur, le pays est le premier exportateur de bananes au monde. Riz, haricots secs, lentilles, pois sont des légumineuses à grosses graines, faciles à conserver tout en maintenant leur qualité nutritionnelle. Très appréciées durant l'hiver, surtout dans les villages en altitude. Pour le déjeuner, de nombreuses femmes occupent la partie restaurant du marché. Elles proposent aux clients des plats traditionnels. Beaucoup d'Équatoriens mangent sur le pouce. C'est pourquoi il existe une multitude de petites échoppes et de marchands ambulants qui proposent différents plats, souvent bon marché, à toute heure du jour. Du riz, des pommes de terre et du bouillon de poulet. La soupe est le plat le plus répandu. Très copieuses, elles font souvent office de repas. Elles sont très variées. Soupe à la viande de lama, soupe de courgettes et chou-fleur, soupe au quinoa avec pommes de terre.
Carabamba, à une dizaine de kilomètres de Riobamba, une petite ville des hauts plateaux, accueille comme ses voisines à tour de rôle le marché paysan. Chaque dimanche, ce village de 3000 habitants accueille les paysans des collines alentours. C'est le jour du grand marché et personne ne veut manquer ça. C'est bien sûr l'occasion de se retrouver, de partager. Mais c'est surtout un rendez-vous important pour ces producteurs comme ces femmes qui viennent ici vendre le fruit de leur travail. Dans la région, l'agriculture est vivrière. Les terrains sont souvent trop accidentés pour songer à mécaniser les exploitations. Résultat, les productions ne sont pas très importantes, mais sur les étals, la diversité et la qualité des produits donnent envie. Une partie du marché est réservée aux ventes en gros, principalement le tabac, les bananes et bien sûr les pommes de terre, dont la région est le berceau. Moins connue en Europe, mais très appréciée ici, on trouve la oca du Pérou, tubercule voisine de la pomme de terre, malgré une acidité marquée lorsqu'il n'est pas bien préparé. Il en existe 8 variétés différentes. Il faut les laisser au soleil. Et oui, une petite semaine au soleil, c'est ça le secret contre l'acidité naturelle de la oca. Ça se mange cuit, comme les papas, dans les ragoûts et les potages. Un régal sans aucun doute. Même si ici comme ailleurs, les enfants préfèrent les cornets de glace. Quittons l'Équateur pour son voisin, à la frontière sud, le Pérou. Avec sa côte désertique, ses sommets andins et l'Amazonie difficilement pénétrables, le Pérou possède une superficie agricole de seulement 1,7% de son territoire. Pourtant, depuis des siècles, comme les cultivateurs des autres pays d'Amérique latine, les Péruviens ont cultivé et ont fait découvrir de nombreux fruits et légumes dans le monde entier, comme la pomme de terre, la tomate, le haricot, le quinoa, le fruit de la passion et le manioc, que l'on retrouve aujourd'hui sur les marchés des 5 continents. L'exportation de produits agricoles est désormais le 3e secteur économique du pays, devant le textile et derrière les minerais et la pêche. Si Lima est la capitale politique du pays, Cusco est la capitale historique de l'Empire Inca. À plus de 3000 mètres d'altitude dans le massif andin, elle est aujourd'hui connue pour ses vestiges archéologiques et son architecture coloniale hispanique. Le grand marché central de Cusco se tient dans un immense hangar métallique en face de l'église San Pedro. Sa construction date de 1925. La partie la plus ancienne de la structure a été réalisée par l'architecte français Gustave Eiffel. C'est la plus grande zone couverte construite jusque-là dans la ville de Cusco. Le marché au nom actuel de San Pedro est très réputé et environ 800 personnes y travaillent chaque jour. Les Cusquenos y font leurs achats quotidiens et y déjeunent souvent. Karina y vient régulièrement avant de se rendre à son travail. Elle passe voir ses connaissances et accessoirement faire quelques courses. Ici, le choix ne manque pas. À chaque instant, l'envie et l'imagination sont titillées. Mais pour Karina, pas vraiment le temps de flâner, même si elle adore l'ambiance. Avant de partir, elle s'arrête à un des comptoirs pour déguster un ragoût ou encore un traditionnel papa relena, un plat typiquement péruvien et que vous ne trouverez pas dans d'autres pays d'Amérique du Sud. J'ai fini mes courses. Je vais travailler maintenant. J'ai plein de choses à faire. Merci.
Autre lieu typique de Cusco, le marché de San Vino Canchon, à l'est de la ville. Qu'est-ce que vous préparez? Des légumes Ça a l'air bon. pour la soupe. Suivons Nachos, un chef cuisinier de renom qui nous fait découvrir les nombreux produits typiques du Pérou et nous fait part de son inspiration. Pommes de terre indigènes, pommes de terre déshydratées, riches en protéines. Au Pérou, nous avons environ 3000 variétés de pommes de terre. C'est une source d'inspiration pour créer de nouveaux plats avec des textures différentes, de différentes variétés. La cuisine de Nachos, qu'il qualifie de fusion, met en avant les produits de sa région. Ça s'appelle yushuro ou yuyusha. C'est un type d'algue que l'on trouve sur nos côtes dans les lagunes. C'est comme un caviar andin. C'est d'une saveur insipide, mais on peut renforcer le goût en faisant mariner ou confire, ou l'utiliser comme décoration. Des chirimoyas. Le chirimoya est un fruit local du Pérou. Ça fait de très bons desserts, de très bonnes choses, très riches et savoureuses. La préparation classique est la confiture d'aguaymanto. Mais elle a fière allure dans une salade avec une sauce aigre-douce. Il faut tester la texture, la saveur, l'odeur, la fraîcheur des produits. C'est important de tester. Nous avons là une salade typique de la vallée sacrée des Incas. Risotto de blé avec erampo et longe d'alpaga, sauce au vin et sauce à l'oignon. À Okongate se trouve la montagne Osangate. Okongate se caractérise par la neige de la montagne à 6380 mètres d'altitude. Il est connu pour avoir la plus haute montagne du département de Cusco. Nous sommes sur la place d'Okongate avec les habitants des communautés rurales. Ils viennent avec leurs produits qui sont d'origine locale, comme les pommes de terre, la viande, tout ça pour échanger, vendre tous les produits. Alfredo connaît tout le monde. Ce marché, c'est sa base de ravitaillement. Il est guide dans ce haut lieu de trekking. Il porte le costume traditionnel comme beaucoup de gens ici. La coutume est toujours vivante dans cette ville. Nous pouvons apprécier les gens comme on les voit ici avec leurs vêtements typiques, les jeunes comme les adultes.
C'est du maïs blanc. C'est un aliment typique des Incas. Mais ils le mangeaient aussi avec d'autres aliments. Vous pouvez voir qu'il existe d'autres espèces de maïs. Généralement très fragile. Il est idéal pour manger dans une assiette. Ça s'appelle pépino. C'est très bon, très nutritif. Si vous voulez, vous pouvez goûter. Voici el mote. C'est très bon. Bon appétit. Ollantaytambo est une forteresse inca qui signifie l'auberge de Ollantay, du nom d'un fameux guerrier nommé général sous le règne de l'empereur Pachacutec, qui fut à l'origine de l'extension de l'État inca. Ollantaytambo est un modèle d'urbanisme. Les maisons, les ruelles et les murs ont été parfaitement conservés. Pourtant, cette ville fut le siège de combats acharnés entre Incas et Espagnols. La grande bataille d'Ollantaytambo en 1537 a opposé les forces de l'empereur inca Manco Cápac II et une expédition dirigée par le plus connu des conquistadors espagnols, Pizarro, qui est parti le premier à la conquête de l'Empire inca. Pour les villageois d'Ollantaytambo, c'est l'heure du départ vers un marché atypique, celui de Quilocanca, isolé en pleine montagne. 4 heures de camion pour faire 60 km, avec des cols jusqu'à 3600 mètres. Sur ces routes en terre, après les pluies, les glissements de terrain sont à craindre. Et pas question de louper un virage. Mieux vaut faire confiance au chauffeur. Arrivé à destination, descendre du camion sans perdre de temps pour trouver une bonne place afin d'étaler ses produits à même le sol. Certains viennent avec leurs chevaux après des heures de marche, protégés du froid par le costume traditionnel en laine multicolore, comme l'était celui de leurs ancêtres incas. D'autres viennent avec leurs moutons. Ce sont les femmes qui animent surtout ce marché.
La papa, la pomme de terre, est cultivée dans cette région depuis des temps immémoriaux. Sur les flancs de la cordillère des Andes, à près de 3500 mètres d'altitude, elle est la seule culture qui s'est véritablement adaptée au climat. Certaines variétés peuvent même être cultivées sur la steppe d'altitude à 4300 mètres. Oranges, canne à sucre, bananes, avocats, tous ces fruits proviennent de la partie côtière, plus accessible que la partie amazonienne. Chicha. Chicha inqueco. En premier, on prend du maïs, on le presse et on laisse fermenter pendant 15 jours. Et ça donne la chicha. La chicha est une boisson ancestrale, faiblement alcoolisée, à base de maïs, d'orge ou de quinoa fermenté. Boire la chicha est devenu un rituel. À la fin du marché, tout le monde en boit avant de reprendre la route du retour. Bueno. Le mois de juillet, c'est l'hiver au Pérou. Au lac Titicaca, le lac le plus haut du monde, il fait moins 10 degrés. Sous les ailes du condor, les femmes se rendent au marché de Puno pour préparer leurs étals. Le riz et les pâtes sont la base de la cuisine du pays. L'abondance et la variété sur les étals sont un florilège d'idées pour les premières clientes qui arrivent. Le Pérou est le pays du piment, avec l'ají amarillo. Il est l'essence de la saveur de la cuisine péruvienne. Très aromatique et goûteux, ce piment jaune doux peut s'associer avec presque tous les plats, comme le ceviche, du poisson cru mariné au jus de citron vert. Oui, c'est très pratique. Tout est prêt. Ça permet de cuisiner vite. C'est préparé avec des oignons, de la tomate pour aller avec des pommes de terre et de la viande. À l'extrême sud de l'Amérique du Sud, le Chili. Santiago, sa capitale, s'étend au pied de la cordillère des Andes. Alors que le soleil du matin peine à dissiper les nappes de brume qui enveloppent la ville, les rues sont déjà bien vivantes. La Plaza de Armas, c'est le cœur de la ville, toujours animée, avec ses grands arbres et ses jets d'eau. À l'origine, l'armée y avait ses quartiers, d'où son nom. C'est ici que le conquistador espagnol Pedro de Valdivia fonda la ville de Santiago. Il devint ensuite un des lieutenants de Pizarro, le conquérant du Pérou. Au centre de la place, le monument de la liberté américaine, sculpture en marbre, a été créé par le sculpteur italien Francesco Orsellino. Autre monument dédié aux peuples autochtones, représenté par le visage brisé d'un Mapuche. Le peuple Mapuche s'est battu pendant 350 ans contre les conquistadors espagnols.
Près de la Plaza de Armas, le Mercado central grouille d'activité. Ce bâtiment se compose d'une grande structure métallique en fer galvanisé dont les éléments furent fondus en Angleterre. Inauguré à l'occasion de l'exposition nationale de 1872, il devint ensuite un marché. Ici, on vient faire ses courses, certes, mais l'endroit est aussi un lieu de sortie. L'ambiance y est très chaleureuse. La spécialité du Mercado central, les poissons et les fruits de mer. Avec un littoral important, la pêche chilienne est très dynamique et le pays exporte. C'est pêché la veille jusque dans la nuit et ça arrive au petit matin ici à Santiago. Fraîcheur, qualité sont au rendez-vous. Comme Antonio, il ne reste plus qu'à déguster. Avec juste un filet de citron. C'est plein de vitamines. Il n'y a rien d'autre à dire. Valparaiso, ville portuaire située sur la côte chilienne, est connue pour ses maisons colorées agrippées sur ses versants. Colorées car les habitants utilisaient les fonds de pots de peinture pour repeindre leurs maisons en tôle après avoir terminé les coques des bateaux. Pour atteindre le haut de la ville, les fameux funiculaires appelés ascensores. Le marché central et ses environs immédiats, tout comme le secteur d'Antigua Plaza Municipal, offrent des aperçus fascinants sur le Chili authentique. Le Mercado Cardonal, situé à 2 pas de la Congreso Nacional, s'impose comme un marché public haut en couleur qui nous donnera une bonne idée de ce qu'était le Chili il y a un quart de siècle. Surtout fréquenté le matin, il occupe un quadrilatère entier et empiète même sur les trottoirs des rues voisines. Après le Chili, la côte atlantique, l'Argentine. Buenos Aires, sa capitale, avec ses larges avenues et ses 48 quartiers, mélange de modernité et de tradition, offre une variété de styles architecturaux uniques pour une mégalopole de 14 millions d'habitants. Le Mercado del Progreso est bien reconnaissable avec son style art déco et ses fresques en céramique peinte. Il a ouvert ses portes en 1889. Il est aujourd'hui considéré comme un site du patrimoine culturel de la ville.
Dans ce marché, les produits arrivent tout droit des fermes entourant la ville et en Argentine, elles sont très productives. Les poissonniers, très fiers de leur saumon, se disputent la place avec les bouchers. Le saumon royal est très prisé pour sa chair savoureuse et raffinée, entre le rose clair et l'orange. Il peut atteindre 50 kilos. Argentine, saumon blanc. Comme nous sommes ici depuis de nombreuses années, grâce à mon grand-père, nous avons gardé une bonne clientèle. Nous sommes la 5e génération. Tous les sens sont en alerte. Entre les escalopes battues à la masse ou les fumées d'empanadas et les tartes fraîchement sorties du four. Tout le monde est d'accord pour dire que la viande des pâturages argentins est la meilleure du monde. Sa couleur et sa consistance sont uniques. En Argentine, le barbecue est un plat typique. Le barbecue comprend du steak, du rôti, de la bavette, des abats de bœuf, du chorizo et du boudin. Sans oublier un peu de poulet. La viande, on en met dans les empanadas. On peut aussi les farcir de légumes et de mélanges sucrés-salés. Ça, c'est la spécialité de Katrina. Voici un de ses petits secrets de fabrication. La traditionnelle empanada créole, avec de la viande argentine qui est la meilleure parce que les pâturages sont très bons. Le climat est tel que les pâturages sont très bons et les vaches y font de la très bonne viande. On a besoin d'oignons, on a besoin d'œufs, il faut y mettre beaucoup d'amour. Si vous mettez beaucoup d'amour, ça se passe très bien. C'est le principal. Ensuite, chaque cuisinier apportera sa touche. Il y a des goûts différents, avec de la viande, du poisson, des légumes. Il y en a au basilic, avec de l'aubergine ou de la citrouille. Tout est bon. L'empanada est un pâté destiné à la consommation rapide. C'est un repas rapide et sain. En groupe, c'est un repas rapide et facile. Par exemple, quand on regarde un match de l'équipe d'Argentine à la télé, on s'assoit tous pour déguster de délicieuses empanadas en soutenant notre équipe. Bon appétit! L'immense Brésil couvre pratiquement la moitié du continent sud-américain. Sur sa façade atlantique, bordée par la Mata Atlântica, la forêt atlantique, se sont développées des villes importantes, comme Rio. Même si la capitale politique est Brasilia, Sao Paulo, avec ses 19 millions d'habitants, reste sa capitale économique. Plus grande ville d'Amérique du Sud, c'est surtout une mosaïque de peuples et de cultures. De tous les marchés qui alimentent cette immense ville, le marché municipal, avec son architecture de style néoclassique, ses 32 panneaux subdivisés en 72 magnifiques vitraux, est le plus étonnant. Conçu par l'architecte Francisco Ramos de Azevedo, il a ouvert ses portes en 1933.
Ces 12 600 mètres carrés abritent 290 petits magasins qui offrent tout ce qu'un fin gastronome peut imaginer. Autre spécialité qui a fait son apparition il y a seulement un demi-siècle, le queijo prato, un fromage au lait de vache pasteurisé à pâte pressée non cuite. À l'origine, fabriqué par des immigrants danois, c'est un fromage à pâte molle au goût très doux. Il est très populaire au Brésil. Le marché municipal n'est pas seulement un marché de produits frais, c'est aussi l'un des pôles de la gastronomie traditionnelle de la ville. Au fond, sur une grande mezzanine qui domine les étals, des petits restaurants permettent de déguster quelques plats bien typiques une fois ces emplettes terminées. Direction l'Amérique centrale et sa mosaïque de petits pays qui commence par le Panama pour se terminer par le Mexique. Dernière étape, entre Atlantique et Pacifique, le Costa Rica. Un pays exemplaire qui a su donner une place importante au développement durable. Producteur de café et de cacao, de fleurs, il s'est tourné vers un tourisme vert, avec ses nombreux parcs et réserves animalières et ses volcans en activité. San José, la capitale, mélange ses bâtiments d'époque coloniale et ses constructions modernes. Le marché central, qui date du début du 19e siècle, est une place chère aux habitants de la ville. Pourtant, il a bien failli disparaître. En 1990, le Costa Rica a connu une explosion touristique sans précédent et cette manne soudaine a donné l'envie de modernisation. La démolition du marché central était au programme pour implanter un centre commercial. Heureusement, des voix se sont élevées pour l'éviter et le marché central de San José est toujours debout. Les allées étroites sont remplies de monde et le marchandage va bon train. Les produits qui cascadent le long des étals, l'air épais rempli de saveurs différentes, les savoureuses herbes tropicales, fruits multicolores, farandoles de légumes, poissons frais, tout ceci crée une ambiance unique qui ne se retrouve que sur un marché. Et bien sûr, l'or du pays, le café. Ici toujours torréfié et moulu devant vous.
Il existe tant de marchés dans le monde qu'une vie ne suffirait pas à tous les visiter. Aujourd'hui, à l'heure où tout s'accélère, aller au marché, c'est d'abord prendre son temps. Et le temps, c'est bien souvent ce qui nous manque. Saurons-nous garder précieusement ces instants de vie et de partage, le temps d'un marché ?